De 1940 jusqu'à 1944, une partie puis l'entièreté de la France fut occupée par l'Allemagne nazie. Pendant cette période, de nombreux réseaux clandestins vont se former un peu partout sur le territoire, avec pour unique but, lutter contre l'occupation allemande. Ces réseaux sont multiples, on y retrouve des personnes de milieux très variés. Certains sont à l'échelle locale, un groupe de résistants dans un village, d'autres en fonction de leur provenance politique. Communistes, antifascistes, d'extrême droite ou même royalistes, et aussi en fonction de leur religion. Chrétiens, juifs et même des étrangers, des Anglais, des Australiens, des Italiens ou encore des Polonais. Et c'est tout ce beau monde qui va constituer ce qu'on appelle la résistance intérieure française. Comme ce sont des groupes très divers, on va les regrouper après le débarquement de juin 1944 sous une appellation les FFI, pour Forces Françaises de l'Intérieur. En gros, c'est la fusion de tous les petits groupes de résistants qu'il pouvait y avoir. Ah, et aussi, ne pas confondre FFI et FFL. Les FFL, pour Forces Françaises Libres, sont des militaires, ne reconnaissant pas la défaite de 1940, décident de former l'armée de la France libre, commandée par le célèbre général de Gaulle. C'est littéralement une armée, et qui mène bataille directement sur le front. Ils se battent en Syrie, en Libye avec la bataille de Bir Hakeim, en Égypte lors de la bataille d'El Alamein, ou après en Italie et enfin en France, avec bien évidemment la libération de Paris en août 1944. A l'inverse, les FFI sont un peu l'armée de l'ombre. Ils agissent en secret et transmettent des renseignements aux alliés, commettent des assassinats ou encore des sabotages. Cette force de l'ombre qui va se battre en France jusqu'à la libération, tout le monde pouvait y rentrer, peu importe leurs convictions politiques, religieuses ou encore leur sexe. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir le parcours de trois femmes qui ont œuvré à libérer la France. Et vous allez voir que certains portraits sont surprenants. Née en 1912 en Nouvelle-Zélande d'une famille australienne, très tôt elle se révèle être une vraie débrouillarde. À l'abandon de son père à seulement 2 ans, ça y est sûrement pour quelque chose. À 16 ans seulement, elle se lance dans des études d'infirmière, qu'elle a réussi. Puis à 20 ans, elle quitte tout pour aller s'installer à l'autre bout du monde, à Londres. 2 ans après, elle part vivre à Paris. Elle tombe amoureuse de la ville, et de là elle va travailler en freelance pour différents groupes de presse américains. Son métier de journaliste la conduira en 1935 à Vienne, Munich, puis Berlin. Nous sommes alors dans les années 30 et les nazis sont au pouvoir. Elle décrochera même une interview avec Adolf Hitler lui-même. Elle n'est pas franchement adepte de son idéologie, mais elle va bien faire son boulot de façon très professionnelle. L'entretien se passe bien et de façon très courtoise. Mais en sortant de l'interview, elle tombe sur un magasin vandalisé car tenu par des juifs. En voyant les propriétaires battus au sol, elle culpabilise d'avoir serré la main aux responsables de tout ça et se jure de tout faire pour empêcher cela. En 1936, elle est de retour à Paris. Et c'est là qu'elle va rencontrer son mari, Henri Fiocca, un riche armateur marseillais. Elle se marie en 1939, mais peu de temps après leur mariage, la guerre éclate. Son mari se retrouve alors envoyé au front, et Nancy, malgré sa vie dans un appartement chic de Paris, ne souhaite pas laisser son mari partir seul. Elle s'engage alors en tant qu'infirmière sur le front. Elle va vivre la débâcle de l'armée française en 1940, et notamment la bataille de Dunkerque. Son mari et elle rentrent alors à Marseille, dans ce qui est alors la zone libre. Et avec leur fortune, ils vont financer un des tout premiers réseaux de résistance. Le but était très précis. Récupérer les pilotes anglais abattus pour les soigner et les renvoyer en Angleterre. On comptera environ 1000 pilotes secourus par le réseau de Nancy Wake et son mari. Faut savoir qu'au début de la guerre, les Allemands ne cherchent pas trop de femmes. Bon, ils s'imaginent pas que des femmes puissent entrer en résistance. Alors du coup, ça va être un avantage pour elle qui va s'en servir pour faire fuir des soldats mais aussi des juifs vers l'Espagne. Mais au fil du temps, elle commence à être connue. Celle que la Gestapo appelle la souris blanche est alors la femme la plus recherchée en France, et une prime de 5 millions de francs est placée sur sa tête. En 1943, elle est dénoncée. Elle est alors arrêtée, elle et son mari, dans un train. Mais elle parvient à s'enfuir et elle se jette du train alors en marche. Mais elle reçoit une balle dans la jambe et du coup est arrêtée. Elle et son mari sont torturés pendant plusieurs jours, les deux ne diront rien. La Gestapo commence à douter et pense faire fausse route. Totalement défigurée et blessée, Nancy est relâchée. Son mari Henri aura moins de chance, il sera exécuté. Nancy parvient à fuir jusqu'en Angleterre. Et là où tout pourrait s'arrêter pour elle, elle décide de rejoindre le SOE, le Service Operation Executive, l'ancêtre des services anglais, ceux qui vont coordonner des actes de résistance en France. En 1944, elle est maintenant rétablie, et au lieu de rester à Londres pour vivre une vie paisible, non, elle se fait parachuter au beau milieu de l'Auvergne sous le nom de Hélène, nom de code Witch. Elle est alors chargée de préparer le débarquement à l'échelle de son petit maquis local. En seulement quelques mois, l'Australienne réussit à se faire une place importante au milieu de 7000 maquisards. 6 juin 1944. Jour J, les Alliés débarquent en Normandie. Et Nancy Wake se transforme alors en une sorte de Rambo. En gros, pendant 2 jours, elle va faire péter un peu tout ce qu'elle voit. Ça passe par des chemins de fer, des ponts, des tours radio, et j'en passe. Puis vole un vélo et traverse la France pendant 3 jours. Elle participe alors à la libération de la France, puis quand tout est fini, rentre en Angleterre.
C'est là que enfin elle apprend la mort de son mari et devient alors la femme la plus décorée du conflit. Des distinctions australiennes, anglaises et françaises, notamment la Légion d'honneur. Celle qui fit trembler la Gestapo se remariera en Australie, puis reviendra vivre à Londres en 2006, jusqu'à sa mort en 2011 à 98 ans. En 2013, ses cendres seront dispersées au-dessus de l'Auvergne, là où 70 ans plus tôt, elle prit part à la défense d'un pays, pourtant si éloigné de chez elle. Cette fois, ça risque d'être un peu plus court qu'avec Nancy Wake, parce que déjà, il y a beaucoup moins de rebondissements, mais je voulais quand même vous en parler. Ah, déjà parce qu'en fait, elle est hyper connue. Pourtant, son nom, comme ça doit rien vous dire. Pourtant, si je vous montre cette photo, là... Cette photo a été prise le 23 août 1944 à Chartres, au moment de la venue du général de Gaulle après la libération de la ville. Elle montre fièrement un pistolet mitrailleur MP40 pris à un soldat allemand. Elle a été prise par Robert Capa, un photographe reporter de guerre très connu pour les connaisseurs, qui mourra d'ailleurs quelques années après, en 1954, après avoir sauté sur une mine antipersonnelle lors de la guerre d'Indochine. Aujourd'hui, cette photo elle est mondialement connue et c'est un symbole de la résistance française. Simone Séguin est née en 1925. Fille d'agriculteur, elle passera une grande partie de sa vie à travailler pour la ferme familiale. Pendant la guerre, elle reste avec sa famille, mais en 1944, elle s'engage dans la résistance à seulement 19 ans. Ah, c'est surtout ça qu'il faut retenir, elle s'engage à seulement 19 ans. Elle rejoint alors les FTP. Oui, les FTP pour francs-tireurs partisans. Je sais que ça complique un peu les choses, donc en gros c'est une branche des FFI. Sauf que là, la particularité des FTP, c'est que l'intégralité de ses membres sont communistes. Elle mène alors des missions de sabotage et de renseignement, le tout au guidon d'un vélo volé à un Allemand. Elle participe à la libération de Paris, puis la libération de Chartres. Son courage et son dévouement lui vaudront en 1946 la croix de guerre. Comme Nancy Wake, elle a un sacré caractère. Elle a même un tempérament plutôt badass. Elle aura 6 enfants sans jamais se marier, ce qu'il faut souligner parce que c'est super rare pour l'époque. Et aujourd'hui, elle a 93 ans et profite d'une retraite bien méritée à Tivars, en Eure-et-Loir. Née en 1921 d'un père anglais et d'une mère française, elle passe son enfance entre l'Angleterre et la France. En 1940, lorsque la guerre éclate, elle et sa famille vivent à Brixton, au sud de l'Angleterre. Mais la famille de sa mère vit à Dunkerque, là où l'armée française et anglaise se retrouvent prisonnières sur la plage. Et cet événement va marquer un tournant dans la vie de Violette. En 1941, elle s'engage dans les forces féminines anglaises, puis rejoint l'ATS, l'Auxiliary Territorial Service. Elle s'occupe alors d'une batterie de DCA, la défense antiaérienne. Elle participe alors à la bataille d'Angleterre et abat les avions allemands qui survolent l'Angleterre. Pendant ce temps, elle se trouve un mari avec qui elle aura un enfant, qui naît en juin 1942. Mais seulement 4 mois après la naissance de l'enfant, son mari, militaire, est tué en Égypte. Violette quitte alors son boulot, la défense antiaérienne, pour rejoindre le SOE. On en a parlé juste avant, les services secrets. Elle est envoyée en France près de Cherbourg, sous le nom Louise. Elle est chargée d'espionner les usines qui fabriquent du matériel militaire pour l'Allemagne. Ces précieux renseignements vont permettre de cibler les bombardements alliés. Après la réussite de sa première mission, elle est parachutée le 7 juin 1944, soit le lendemain même du débarquement allié. Et de là, elle va coordonner les actions de la résistance, donc du renseignement ou encore du sabotage. C'est à ce moment-là que la division SS Das Reich débarque dans le secteur de Violette. La division Das Reich est sans doute l'unité SS la plus connue en France, car déjà elle était composée de Français, plus précisément d'Alsaciens et de Mosellans. Et de là, ils ont pour mission de retrouver un officier disparu. Ah, et ils sont également connus pour un autre truc, mais on va y venir. Dans leur recherche, ils vont mettre à feu et à sang la région. Et le massacre le plus connu est sans doute le massacre d'Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944, ils encerclent le petit village. Ils vont capturer tous les hommes du village et vont les fusiller. Les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église et les SS mettent le feu. En une journée, les SS vont rayer de la carte le village et tuer 642 personnes. C'est le plus grand massacre commis en France de toute la guerre. Peu après, Violette Szabo et ses hommes tombent dans une embuscade de la Das Reich. Elle va alors couvrir ces hommes qui prennent la fuite. Elle se retrouve seule face à l'une des divisions SS les plus redoutables. Après un long échange de tirs, elle est blessée à la cheville et est capturée. Transférée à Limoges, elle va y être torturée. Mais elle ne dira rien. Elle est ensuite envoyée à Fresnes pour être encore torturée. Mais toujours rien. Comme elle ne parle pas, elle est déportée au camp de Ravensbrück. Au petit matin du 26 janvier 1945, elle est exécutée d'une balle dans la tête. Bon, mais c'était pas très joyeux. Mais bon, j'espère quand même que ça vous aura permis, au travers de l'histoire de ces 3 femmes,
de découvrir comment la résistance intérieure va organiser puis œuvrer activement à la libération de la France pendant la guerre. Merci de regarder cet épisode, tu peux liker, commenter, t'abonner, tu connais. Allez me suivre sur Twitter, Instagram ou encore allez me soutenir sur Tipeee ou bien sur Utip, c'est gratuit, ou alors tu peux même me faire un don également sur Utip. Bref, moi je vous donne rendez-vous, à la prochaine.